On connaît tous cette image, c'est presque un cliché. Une personne, les yeux rivés sur un écran, casque sur les oreilles, tellement absorbée par son jeu qu'elle n'entend même pas qu'on l'appelle pour dîner. C'est cet état d'hyperconcentration que les psychologues appellent le flow. Et ça amène une question qui fait un peu rêver, non? Et si on pouvait canaliser cette immersion, ce plaisir intense pour quelque chose d'utile? Apprendre les maths, par exemple. C'est toute la promesse des serious games, les jeux sérieux. Le fantasme de pas mal de parents, en somme. Devoir insister pour que son enfant arrête de faire ses devoirs et vienne à table. C'est une promesse incroyablement séduisante, c'est vrai, sauf que, comme le décortique très bien l'article de Julien Alvarez, qui va nous guider aujourd'hui, la réalité est un mur de complexité. L'idée de faire entrer le jeu avec ce qu'il représente de plaisir et, disons-le, de désordre, dans des institutions aussi sérieuses que l'école ou l'hôpital, ça ne se fait pas sans heurts. C'est même une source de tension profonde, un vrai choc des cultures. Exactement, et c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger dans cette question de l'appropriation des jeux sérieux en s'appuyant sur cette analyse. On va voir pourquoi leur lien avec le jeu vidéo, c'est à la fois leur plus grande force et leur plus grande faiblesse. On découvrira pourquoi il ne suffit pas de créer un bon jeu pour qu'il soit utilisé. Et surtout, on va s'attaquer à la question qui tue. Est-ce que ce qu'on apprend dans un jeu sert vraiment à quelque chose dans la vraie vie? Bon, attaquons le premier obstacle. Et il est de taille. Avant même de parler du contenu d'un serious game, il y a son contenant. Dans la plupart des cas, c'est un jeu vidéo. Et le jeu vidéo, il faut être honnête, se traîne une réputation. Exécrable. L'article utilise un terme très fort qui m'a marqué. Il ne dit pas que l'image est mauvaise, il dit qu'elle est contaminée. Contaminé? Ah oui, c'est presque un terme médical, comme si le simple fait d'être un jeu vidéo suffisait à souiller un projet, même avec les meilleures intentions du monde. Et cette méfiance, elle vient d'où principalement? En grande partie de l'omniprésence de la violence. Notamment dans les genres les plus populaires, les jeux de tir, les fameux FPS ou les jeux d'horreur. Oui, on imagine tout de suite les gros titres des journaux. À chaque fois qu'un drame survient, comme la tuerie de Columbine aux États-Unis, on voit fleurir les articles qui pointent du doigt les jeux vidéo auxquels jouaient les tireurs. C'est un réflexe. Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. L'auteur nous invite à sortir de cette vision simpliste et à adopter une approche plus systémique. Il prend l'exemple du film Éléphant de Gus Vincent qui traite de cette tragédie. Un film brillant. Brillant parce qu'il n'offre aucune réponse facile. Il explore une multitude de pistes. La culture des armes à feu, le harcèlement scolaire, l'isolement social. Et les jeux vidéo, mais comme un élément parmi d'autres. Exactement. Un élément dans un écosystème beaucoup plus vaste et complexe. On blâme l'objet parce que c'est plus simple que de questionner tout le système. Précisément. Et pour enfoncer le clou, l'article cite une réflexion volontairement provocatrice du chercheur Gonzalo Frasca. C'est un peu brutal, mais ça force à réfléchir. Attendez, je crois voir de laquelle vous parlez. C'est celle où il compare les jeux vidéo à certains livres. C'est ça. Frasca demande combien de morts peut-on imputer aux jeux vidéo. Il arrive à un chiffre de quelques milliers, en comptant des cas extrêmes, de crises cardiaques, etc. Puis il pose la même question pour des livres comme la Bible ou Mein Kampf. Et là, forcément, Là, on parle de millions de morts. Le but n'est absolument pas de faire une équivalence morale. Ce serait absurde. L'idée est de montrer que le médium en lui-même n'est pas le seul coupable. C'est l'idéologie, la culture et l'usage qu'on en fait qui sont déterminants. c'est une perspective qui remet les choses en place. Et parfois, la critique est bien moins intellectuelle que ça. Elle vient juste d'une ignorance totale du sujet. L'anecdote sur le Meuporg en France, c'est un cas d'école. Ah, le Meuporg, c'est devenu culte dans la communauté des joueurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un journaliste qui, à la radio, a voulu dénoncer les dangers des MMORPG. L'acronyme pour Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. Voilà. Sauf qu'au lieu de dire MMORPG, Il a essayé de lire l'acronyme comme un mot. ce qui a donné ce son improbable, Meuporg. Ça a provoqué l'hilarité générale, mais ça a surtout mis en lumière ce fossé immense. Des gens qui portent un jugement très sévère sur un média dont ils ne maîtrisent même pas le vocabulaire de base. C'est un peu comme critiquer la littérature sans savoir ce qu'est un roman. Rien. C'est fascinant de voir à quel point cette image négative colle à la peau du jeu vidéo. Mais ce qui est encore plus surprenant dans l'article, c'est qu'il retourne complètement l'argument. Il montre comment on peut prendre ces jeux ennemis, ces jeux commerciaux qui font peur, et les transformer en alliés. C'est la beauté du détournement. L'auteur raconte un projet mené avec l'association Non-Violence 21. Le défi, lancé à des étudiants en game design, était simple.
Prenez des jeux connus pour leur violence et modifiez-les pour qu'ils portent un message de non-violence. Et les résultats? Assez géniaux. Par exemple, ils ont pris Civilization V, un jeu de stratégie où le but est de dominer le monde. Oui. Dans leur version, la seule condition de victoire était diplomatique, en incarnant Gandhi. Pas mal. Ils ont aussi modifié StarCraft 2, un jeu de guerre futuriste, pour que le joueur ne commande plus une armée d'invasion, mais des casques bleus, dont la mission est de protéger des civils. J'adore l'idée. Et il y avait aussi Skyrim, non? Cet immense jeu de rôle. Oui, la mission des étudiants était d'empêcher une guerre civile entre deux factions. Comment? Pas en choisissant un camp, mais en s'infiltrant discrètement dans les deux pour voler toutes leurs armes. Plus d'armes, plus de guerre. C'est malin. C'est très malin. On utilise les mécaniques de jeu existantes, comme le vol, mais pour un objectif radicalement différent. C'est une idée intéressante, c'est certain. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Je veux dire, le cœur d'un jeu comme Skyrim, c'est l'aventure, le combat. Si on enlève ça, est-ce qu'on ne s'ennuie pas? Est-ce que le message passe vraiment s'il n'y a plus de plaisir de jeu? Ça me semble plus une performance artistique qu'un véritable outil. C'est une excellente objection. Et elle nous amène directement à la distinction cruciale que fait l'auteur. Ce que vous décrivez, ces projets étudiants ou un prof qui utiliserait SimCity pour un cours de géographie, ce n'est pas, à proprement parler, un serious game. C'est ce que l'article nomme du serious gaming. Du serious gaming, d'accord. C'est un détournement d'usage. On prend un objet conçu pour le divertissement et on lui plaque un objectif sérieux qui n'était pas prévu au départ. D'accord. Alors pour que ce soit clair, quelle est la définition d'un vrai serious game? Un serious game, c'est un jeu qui a été pensé et conçu dès le départ avec une finalité utilitaire. L'intention sérieuse n'est pas une surcouche, elle est dans l'ADN du jeu. L'article cite des exemples très parlants. Il y a Out of Time, un jeu pour l'éducation des jeunes patients diabétiques, et à l'autre bout du spectre, on trouve America's Army. Ah oui, le jeu de l'armée américaine. Exactement. Un jeu de tir ultra réaliste, développé et financé par l'armée américaine et distribué gratuitement. Son but n'est pas le divertissement, mais bien le recrutement. L'intention utilitaire est claire et revendiquée dès la première ligne de code. Bon, maintenant qu'on a bien défini les termes, on pourrait se dire que la voie est toute tracée. Il suffit de concevoir un bon serious game, avec une intention pédagogique claire, de le distribuer, et voilà. Mais là encore, l'auteur nous ramène à la dure réalité avec une histoire personnelle d'échec qui est assez brutale. C'est une anecdote qui en dit long, une vraie leçon d'humilité. En 2006, il a participé à la création de Technocity, un jeu pour faire découvrir les métiers de l'industrie aux collégiens. Le projet est bien mené, le jeu est produit et des centaines de CD-ROM sont envoyés à 600 établissements scolaires. La mission est accomplie en théorie. En théorie. 1 an plus tard, ils vont voir les résultats. Et j'imagine que ce n'est pas la réussite espérée. C'est un euphémisme. Ils mènent l'enquête sur le terrain, le verdict est sans appel. Les premiers concernés, les professeurs qui étaient la cible du projet, n'ont pour la plupart jamais entendu parler du jeu. Jamais. Mais où sont passés les jeux? Leurs CD ont dû prendre la poussière dans un placard. En fait, les boîtes avaient atterri dans les CDI, les centres de documentation des collèges. Ah, Et là, les documentalistes s'en servaient pour occuper les élèves plus jeunes, les 6e et 5e, pendant la pause de midi. non. Si. La fonction de sensibilisation au métier avait totalement disparu. Elle était remplacée par une fonction purement occupationnelle. Le serious game était devenu un simple babysitting numérique. Exactement. C'est terrible, hein? Des mois de travail, 600 écoles, pour finir en sucette numérique. C'est une leçon brutale sur le fossé qui sépare la création d'un outil et son adoption réelle. Et c'est ce qui amène l'auteur à sa métaphore centrale, celle de l'iceberg. Le jeu, le logiciel qu'on installe, ce n'est que la pointe émergée, la partie visible, Et la moins importante, si je comprends bien. précisément. Donc l'erreur, c'est de penser que le produit, c'est le jeu. Mais ce que l'article nous dit, c'est que le jeu, c'est juste la brochure. Le vrai produit, c'est tout l'écosystème de formation qu'on doit vendre avec. C'est exactement ça. La partie immergée de l'iceberg, la plus massive, c'est ce que l'auteur appelle l'accompagnement systémique. Pour qu'un jeu soit vraiment adopté, il faut un soutien à 3 niveaux. D'abord, un accompagnement à la réalisation. C'est-à-dire? Aider à la conception, trouver des financements, organiser des tests et surtout intégrer une véritable ingénierie pédagogique dès le début. Ce n'est pas juste une affaire de développeur. Surtout pas. Ensuite, deuxième niveau, l'accompagnement à la diffusion.
Et là, l'histoire de Technocity montre que ce n'est pas juste envoyer des boîtes par la poste, c'est faire du marketing, de la communication. Et accompagner le changement dans l'école. Voilà. Faire entrer un jeu dans une classe, c'est une petite révolution. Et enfin, le troisième pilier, l'accompagnement à l'utilisation. Il faut former les formateurs, les profs, mais aussi les élèves. Pour savoir comment utiliser le jeu, mais aussi comment en parler après, j'imagine. C'est ça, savoir débriefer une session pour en tirer les leçons. Concrètement, ça veut dire qu'il faut l'accord de la direction, des parents, des profs volontaires et formés, des salles informatiques adaptées. C'est un chantier colossal. C'est un chantier qui transforme l'écosystème. Le Serious Game n'est pas un outil qu'on pose sur un bureau, c'est un catalyseur qui force l'organisation à se réorganiser. Sans ça, il finit dans un placard. Tout ce travail, ce chantier, la question qui vient tout de suite, c'est est-ce que ça en vaut la peine? Comment on prouve que ces jeux sont vraiment efficaces? Comment on sait que ça marche? C'est le nerf de la guerre. Et l'article pointe une faiblesse majeure dans ce domaine. La plupart des études sont qualitatives. On interroge les utilisateurs sur leurs ressentis, on observe. C'est intéressant, mais c'est subjectif. Voilà, c'est difficilement généralisable. C'est pour ça que l'auteur propose de passer de l'évaluation à la mesure. Attendez, évaluation versus mesure. Ça sonne bien, mais comment on fait, concrètement? Mesurer un apprentissage, ça me paraît incroyablement difficile. L'idée, c'est de s'inspirer de la rigueur du domaine médical. L'article prend l'exemple du projet Mojos, qui développe des jeux pour la rééducation de patients victimes d'un AVC. Pour les aider à retrouver de la mobilité. Exactement. Et là, on peut mettre en place un protocole scientifique. On prend 2 groupes, un groupe témoin avec la rééducation classique et un groupe qui utilise les jeux. Et on ne mesure pas leur satisfaction, on mesure objectivement, en degrés, l'évolution de l'amplitude de mouvement de leurs bras. D'accord, là c'est une donnée chiffrée, comparable, robuste. C'est une approche beaucoup plus solide. Je vois. Pour la rééducation physique, la mesure est possible. Mais ça soulève une autre question qui est peut-être la plus vertigineuse. Admettons que notre patient obtienne un score parfait dans le jeu, 10 sur 10. Est-ce que ça garantit qu'une fois rentré chez lui, il sera capable de se servir un verre d'eau? C'est ça la vraie question. Vous mettez le doigt sur le défi ultime que les chercheurs appellent le transfert. Comment s'assurer que les compétences acquises dans le monde virtuel sont transférables au monde réel? C'est un peu comme passer son permis sur un simulateur. On peut être un pilote hors pair dans le jeu, mais ça ne dit rien sur comment on réagira la première fois qu'on se fera une queue de poisson sur le périph'. C'est exactement ça. Et pour illustrer l'échec total du transfert, l'article déterre un contre-exemple fabuleux. Un jeu de 1992, Captain Novoline, destiné aux enfants diabétiques. Captain Novoline, ça promet. Le héros, un super-héros diabétique, doit éviter de manger des sucreries qui sont des ennemis et prendre ses repas à heure fixe. Sur le papier, ça semble pertinent. Sauf que le jeu, en fait, consiste principalement à sauter sur la tête d'ennemis en forme de beignets. Ah, Le résultat est misant. Le joueur devient un expert mondial pour sauter sur des pâtisseries virtuelles, mais le jeu ne lui apprend absolument rien sur la gestion de sa glycémie, le calcul des doses d'insuline. il n'y a aucun transfert. Zéro. Aucun transfert entre la compétence ludique et la compétence de vie visée. C'est un échec de conception spectaculaire. Alors comment on fait pour réussir ce fameux transfert? Quelles sont les pistes? La recherche se concentre sur l'analyse de ce qu'on appelle les métriques de jeu, c'est-à-dire toutes les données qu'un joueur produit en jouant, où il clique, combien de temps il met. L'idée est d'analyser ces données pour identifier des schèmes d'action, c'est-à-dire des habitudes, des stratégies. Et la question à million, c'est est-ce que ces schèmes peuvent passer du virtuel au réel? C'est la grande question. Une des pistes explorées est de créer des ponts, par exemple avec des objets tangibles connectés, pour que le joueur manipule de vrais objets qui interagissent avec le jeu, pour réduire la frontière en somme. Si on fait le bilan, ce qui est frappant, c'est que le Serious Game est un objet bien plus complexe qu'on l'imagine. Son succès ne dépend pas tant de sa qualité de jeu, mais de sa capacité à surmonter la méfiance culturelle, à être porté par cet immense iceberg de l'accompagnement, et surtout à prouver que ce qu'il enseigne n'est pas juste une illusion prisonnière de l'écran. Absolument. Et l'article ne fait qu'ouvrir des portes. On n'a même pas parlé des questions d'ergonomie, d'éthique ou de la relation psychologique complexe que le joueur noue avec son avatar, qui est tout un champ de recherche en soi. On est vraiment au balbutiement de la compréhension de cet objet. Interroger sur l'objet, le jeu, il nous invite à nous interroger sur les humains qui le promeuvent. Il pose cette question presque philosophique. Quelles sont les motivations profondes des acteurs qui poussent avec tant d'énergie pour imposer cet objet qui génère tant de tensions dans des milieux comme l'école ou la santé?
Au fond, au-delà de la technologie, qu'est-ce que ce désir de tout vouloir transformer en jeu dit de notre société, de notre rapport au travail, à l'effort, au plaisir? C'est une question qui nous laisse à réfléchir bien au-delà du cadre des jeux sérieux.